Madame, Monsieur, jetez un coup d'œil sur l'actualité de ce mercredi qui démarre avec le Conseil des ministres et ses décisions prises, à commencer par l'extension des règles de commercialisation du coton et de l'anacarde à la filière karité, la mise en place de la carte jeune et le renforcement de l'accès à l'éducation par la construction de 129 lycées et collèges pour 2025. Les syndicats du secteur éducation-formation sont de retour à la table de négociation avec le gouvernement. Le sujet, la prime incitative. Un chronogramme a été sorti. Les étapes de concertation prennent fin le 15 septembre 2025. Le gouvernement entend lui maintenir un dialogue constant. Et puis au Vatican, les fidèles qui le souhaitent peuvent se recueillir quelques instants auprès du pape jusqu'au vendredi 25 avril au soir, avant ses funérailles prévues samedi. Depuis ce matin, son corps est exposé à la basilique Saint-Pierre. Bonsoir à tous. Avant de nous rendre au Vatican, posons nos valises tout d'abord à la présidence de la République, le Conseil des ministres et les décisions arrêtées, entre autres l'extension des règles de concertation, de commercialisation du coton et de l'anacarde à la filière karité, la mise en place de la carte jeune et le renforcement de l'accès à l'éducation par la construction de 129 lycées et collèges pour 2025. L'actualité politique est également abordée par le porte-parole du gouvernement. C'est ce que nous apprend Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, au palais présidentiel, le chef de l'État, Alassane Ouattara, retrouve son équipe gouvernementale. 19 points à l'ordre du jour pour un impact concret sur la vie des populations. Et justement, bonne nouvelle pour la filière karité qui, avec sa récente certification bio, s'ouvre à l'exportation. Ce produit qui fait vivre quelques 152 000 producteurs va rejoindre les règles de commercialisation du coton et de l'anacarde. En lieu et place d'une toute nouvelle structure publique dédiée aux activités de la filière karité, la présente ordonnance recompose l'organe délibérant du Conseil coton-anacarde, précisément le conseil d'administration, de façon à prendre en compte les représentants de l'interprofession de la filière karité. Une carte destinée aux jeunes va voir le jour. Elle va permettre, entre autres, d'importantes réductions de coûts dans certains secteurs. Le projet Carte Jeune vise à offrir aux jeunes de 15 à 40 ans un accès facilité à des services essentiels à travers des réductions des coûts de produits et services dans des secteurs tels que la culture et les loisirs, l'éducation-formation et les transports. L'objectif est de distribuer 200 000 cartes d'ici fin 2025 à travers un déploiement progressif permettant d'adapter et d'améliorer le dispositif selon les besoins réels des jeunes en vue d'aller au-delà des premières tentatives peu fructueuses de lancement du projet. Sujet de satisfaction, les acquis du PS-Gouv et du PJ-Gouv, les programmes jeunes et sociaux du gouvernement. Pour l'année 2025, l'un des objectifs majeurs sera d'atteindre un taux de couverture de 100% en matière d'électrification, garantissant ainsi à l'ensemble des localités du pays un accès à l'énergie afin d'accélérer le développement économique et social de notre pays. Il sera également construit 129 lycées et collèges, dont 15 lycées de jeunes filles et 114 collèges de proximité. Le porte-parole indique la création d'organes de régulation du secteur du foncier rural et aussi des ratifications pour l'amélioration du cadre des affaires. Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord sur la promotion, la protection et la garantie des investissements entre les États membres de l'Organisation de la Conférence islamique, donc l'OCI. Cet accord, signé en juillet 2012, prévoit des mécanismes de protection des investissements contre l'expropriation ou la nationalisation arbitraire et de règlement des différends par conciliation ou par voie d'arbitrage. La ratification de l'accord contribuera à attirer dans notre pays de nouveaux investisseurs donc issus des pays membres de l'OCI et à simplifier les échanges économiques et commerciaux avec les pays membres
de l'organisation. Avec ces ratifications, des dispositions nouvelles pour l'intégration économique sous-régionale via la ZLECAf, un tableau de démantèlement tarifaire dégressif est attendu sur la base de la réciprocité. Répondant aux questions d'actualité, le porte-parole du gouvernement se prononce sur la radiation du président du PDCI RDA Tidiane Thiam de la liste électorale. Il est tout à fait légitime qu'un justiciable utilise toutes les voies de recours qui lui sont offertes, mais c'est fait dans l'ordre. En ce qui concerne la commission électorale, toutes les décisions sont prises de façon collégiale. Donc ça veut dire que toutes les décisions qui ont été prises par la commission électorale jusqu'à ce jour ont rencontré le consentement de tous les membres de cette commission électorale. C'est facile donc de voir partout la main de l'État, mais je peux vous assurer que le président de la République est en train de réussir à construire l'État de droit qu'il veut que notre pays devienne. L'engagement du chef de l'État, c'est de garantir la paix et la sécurité dans notre pays. Et on sait que cet engagement, il y tient. Et il le respecte parce que depuis 15 ans, nous sommes en paix. Cette quiétude-là, il y tient. Et Dieu sait combien de fois il y veille, nous apporter la paix et la sécurité. Il ne faillira pas à cet engagement-là. C'est pourquoi je peux me permettre de dire que le désordre ne sera pas toléré. Le Conseil a pour finir entendu la communication sur la mission du vice-président. En France, le pays est engagé dans la lutte contre la malnutrition. Il annonce aussi la participation du haut représentant du chef de l'État pour les obsèques du très Saint-Père François à Rome. Et oui, le pape François qui a toujours appelé à un monde d'équité. C'est ce que tente de mettre en pratique le Lions Club International. Son vice-président a été reçu par le Premier ministre Robert Buré-Mambé qui s'est réjoui de l'appui au développement de l'ONG, surtout dans des domaines tels l'éducation et la santé. On voit ça avec Franck Okwadio. Acteur social de premier plan, le Lions Club International œuvre dans le domaine de la santé et de l'éducation, entre autres. Le vice-président mondial de l'organisation est reçu par le chef du gouvernement ivoirien, Robert Buré-Mambé. La rencontre est placée sous les auspices du renforcement de la coopération entre cette entité organisationnelle et la Côte d'Ivoire, des relations qui convergent positivement selon l'hôte du Premier ministre à sa sortie d'entretien. Nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que les causes mondiales sur lesquelles le Lions Club International travaille recoupent parfaitement les priorités nationales ainsi que les axes de la politique sociale du gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc, de ce point de vue, nous aimerions encourager les Lions Club présents ici en Côte d'Ivoire à intégrer les cadres mis en place par le gouvernement national et surtout à accentuer leur collaboration et l'intégration de leurs actions dans les objectifs nationaux. Pour sa part, le Premier ministre Robert Buré-Mambé a salué l'action communautaire du Lions Club dans le monde. Cette rencontre est une avancée majeure dans le cadre de la synergie des initiatives en faveur du bien-être des populations ivoiriennes. Le bien-être des populations, c'était son cheval de bataille. Le pape François a quitté le monde des vivants avec cette volonté, parler au nom des faibles. Depuis l'annonce de son décès, l'émotion est vive. Ce mercredi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, s'est rendu à la Nonciature apostolique et à l'archevêché d'Abidjan pour présenter les condoléances du gouvernement ivoirien. Nous Sangaré. En Côte d'Ivoire, le deuil de l'Église catholique trouve un écho au sommet de l'État. Ce mercredi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, s'est rendu à la Nonciature apostolique à Abidjan. Une visite empreinte de recueillement pour exprimer la solidarité du gouvernement ivoirien à l'Église catholique après le décès du pape François, survenu le 21 avril dernier. J'ai reçu les télégrammes que le président Ouattara a envoyés au cardinal et doyen du collège cardinaliste à Rome. J'ai transmis les messages avec gratitude et reconnaissance. Et comme bien a dit le ministre, la coopération, le travail ensemble entre la Côte d'Ivoire et
Vatican, c'est très important pour le pays, mais aussi comme témoin de dialogue. Le ministre a ensuite poursuivi son hommage à l'archevêché d'Abidjan. Là encore, il a salué la mémoire d'un chef spirituel dont le message d'amour, de paix et de fraternité a profondément marqué les esprits. Il était important en tant que ministre en charge des cultes, cette démarche-là se fasse pour apporter le soutien qu'il faut en pareille circonstance à l'Église catholique à travers le plus haut représentant. Les actions qui ont été conduites par son éminence lors de son pontificat sont légion. Nous nous tenons à disposition pour tout ce que nos actions pourront contribuer à faire afin que la gestion de cette catastrophe puisse être conduite de la meilleure façon possible. En Côte d'Ivoire, comme dans le reste du monde, fidèles et responsables religieux rendent hommage à celui qui a dirigé l'Église catholique pendant plus d'une décennie. Et puis au Vatican, les fidèles qui le souhaitent peuvent se recueillir quelques instants auprès du pape jusqu'à vendredi, avant ses funérailles prévues samedi. Depuis ce matin, son corps est exposé à la basilique Saint-Pierre. Près de 20 000 personnes s'étaient déjà recueillies devant le cercueil du pape aujourd'hui en début de soirée, a annoncé le Vatican. Des flots de fidèles continuent d'affluer dans le monumental basilique et le Vatican envisage de prolonger l'accès après minuit, 22h temps universel, si nécessaire, a précisé le service de presse du Saint-Siège. Le Vatican a aussi annoncé 9 jours de deuil à partir de samedi, jour des obsèques. Chez le voisin ghanéen, l'actualité, c'est le cinquantenaire de la CEDEAO. Plusieurs activités sont en cours. Il s'est ouvert aujourd'hui un conseil des ministres extraordinaire avec pour principal ordre du jour le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'organisation sous-régionale. Mama Traoré, Lamine Dramé. De 15 à 12 États membres bientôt, conséquence de la volonté du Mali, du Burkina Faso et du Niger de se retirer de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une décision politique aux lourdes conséquences sociales et économiques au regard des 50 années d'acquis en matière d'intégration sous-régionale. Cette réunion extraordinaire des ministres qui se tient à Accra au Ghana vise à examiner les plans d'urgence et les modalités de cette séparation. En d'autres termes, quelle suite donner aux projets et programmes déjà entrepris par la CEDEAO dans ces 3 pays, sans compter la relocalisation des institutions et agences spécialisées basées dans les 3 pays, constituant désormais l'Alliance des États du Sahel. Je suis confiant et très à l'aise en pensant qu'en examinant toutes ces questions, vous serez motivé et vous serez guidé par une seule chose, je dirais, c'est l'intérêt des peuples ouest-africains. La communauté va continuer d'écrire son histoire, mais surtout en tant que plateforme pour résoudre nos différents problèmes communautaires. C'est aussi une opportunité pour nous de garder en mémoire l'héritage que nous voulons de la CEDEAO et de surtout avoir des actions qui soient à la fois fortes, mais surtout cohérentes. Les ministres et experts vont également plancher sur le sort des fonctionnaires de la CEDEAO, ressortissants du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Précisons-le, cette réunion fait suite aux résolutions du sommet des chefs d'État de l'organisation tenu en décembre dernier à Abuja au Nigeria, sommet ayant définitivement acté le retrait volontaire de ces 3 pays. Jetons un coup d'œil maintenant sur la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire qui a signé ce mercredi un accord de financement de 3 milliards de francs CFA avec l'FG Holding. Jean-Jacques Kwame, notre reporter, nous apprend qu'il s'agit de soutenir la mise en œuvre de la transformation digitale et environnementale de la holding. Les détails. Signé par la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, CDC-CI Capital, et une holding de la place à travers sa structure bancaire, cet accord de financement s'élève à 3 milliards de francs CFA. L'investissement sera consacré à la mise en œuvre du programme de transformation digitale et environnementale. Des objectifs forts appréciés par les 2 signataires. Notre ambition est de contribuer à l'émergence d'un secteur financier qui réponde aux défis du XXIe siècle, notamment celui de l'inclusion financière, en rendant les services bancaires accessibles à tous, partout
notamment grâce au digital. Et enfin, celui de la souveraineté économique, en participant activement à la consolidation d'un tissu d'acteurs financiers locaux, innovants et résilients. Il s'agit pour CDCI Capital, à travers cet investissement, de contribuer aux efforts du gouvernement en matière d'inclusion financière numérique, donc visant à réduire les barrières, qu'elles soient géographiques, économiques ou temporelles. Enfin, il s'agit pour CDCI Capital de contribuer à l'essor d'un tissu local de banques vertes qui, par leur fonctionnement, contribuent à la décarbonation des activités économiques. La durée du partenariat est de 6 ans. Filiale de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, CDCI Capital bénéficie d'un financement de la Banque mondiale. Son capital est de 38 milliards de francs CFA. C'est aussi une façon de booster leur savoir-faire et pourquoi pas d'ouvrir la voie à l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Cette année, le marché ivoirien de l'artisanat MIVA met en lumière les performances des femmes artisanes. Le MIVA qui a ouvert ses portes au parc des expositions d'Abidjan. L'Afrique du Sud et le Congo sont respectivement invités d'honneur et invités spéciaux. Marie-Chantal Akandan et Louis Chadongo. Elles sont les premières voix de ce marché ivoirien de l'artisanat MIVA 2025. Fièrement installées sur leur stand, ces artisanes partagent leur quotidien entre passion, innovation et résilience. Nous voulons valoriser tous nos produits sur le plan national comme sur le plan international. Le ton est donc donné, valoriser le talent au féminin. Le MIVA est une plateforme de rencontres et d'échanges qui réunit en un seul lieu les meilleures œuvres artisanales produites par les meilleurs artisans sélectionnés par leurs pays respectifs, ainsi que des acheteurs professionnels et des experts du domaine de l'artisanat. L'artisanat est le reflet de notre culture, de notre histoire et de notre identité et constitue le fruit du travail acharné de nos artisans qui, avec passion et dévouement, créent des œuvres uniques et précieuses. Aujourd'hui, nous mettons en lumière le rôle crucial des femmes dans ce secteur. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, représentant le Premier ministre, a rappelé l'engagement du gouvernement en faveur de la croissance inclusive. Le Premier ministre me charge de vous féliciter. Vous féliciter pour la tenue de ce marché à vocation internationale qui, au fil des années, fait son chemin et renforce aujourd'hui, je puis le dire, de fort belle manière, la visibilité des produits artisanaux de la Côte d'Ivoire. Marraine de cette édition, la présidente du Sénat, Kandia Camara, a exprimé son admiration pour les femmes artisanes. Face à l'ensemble des défis auxquels les femmes en général et les femmes ivoiriennes en particulier sont confrontées, je voudrais saluer les multiples initiatives du gouvernement comme la présente édition du MIVA en faveur des femmes dans l'entrepreneuriat et l'artisanat. Nos artisans, avec engagement, audace, finesse, délicatesse, participent pleinement à la construction et au développement de notre société et de notre pays. Je salue les actions éminemment citoyennes de la première dame, Mme Dominique Ouattara, qui, à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, suscite tant d'initiatives entrepreneuriales, contribuant ainsi à transformer profondément la qualité de vie des femmes et de la société tout entière. Parmi les annonces fortes de cette 6e édition, un terrain de 3 hectares dans la commune de Beaunois offert par le Premier ministre aux artisanes pour soutenir leur développement. Oui, développement dans la sécurité. Et c'est le retour de l'exercice Flintlock, l'édition 2025, avec le même objectif, combattre le terrorisme. Réunis du 24 avril et au 14 mai prochain, les forces spéciales américaines et ivoiriennes à Jacquesville. Amadou Ouattara, Zakaria Traoré. Flintlock est le principal exercice de forces spéciales dirigé par le commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM. Cet exercice est prévu se tenir à Jacquesville du 24 avril au 14 mai 2025. Il va réunir plus de 500 personnels des forces spéciales de 38 pays.
Face à la presse nationale et internationale, des responsables de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire ont divulgué des informations relatives à cet événement de prévention au plan sécuritaire. Nous avons 3 axes pour notre coopération. Premier axe, renforcer les capacités, ça veut dire la formation et les équipements. Le deuxième axe, renforcer les institutions de défense. Et troisième axe, développer un partenariat durable avec l'armée ivoirienne. Le choix de la Côte d'Ivoire pour l'accueil des éditions de l'exercice Flintlock traduit le symbole d'un partenariat militaire solide et stratégique. Nous sommes fiers que les États-Unis soutiennent une initiative axée sur la préparation, l'équipement et le soutien des unités de première ligne opérant dans les zones à risque. Par ailleurs, les États-Unis d'Amérique soutiennent la Côte d'Ivoire dans la sécurisation des frontières nord avec un investissement de 46 milliards de francs CFA. Encore des chiffres qui réunissent cette fois autour d'une table les syndicats du secteur éducation-formation et le gouvernement. Le sujet, la prime incitative. Un chronogramme a été sorti. Les étapes de concertation prennent fin le 15 septembre 2025. Le gouvernement entend, lui, maintenir un dialogue constant. C'est ce que nous explique Franck Quadio. Après 3 jours de réflexion à Grand-Bassam sur le chronogramme de l'examen des revendications relatives à la prime d'incitation des fonctionnaires à motif de la récente grève, le dit chronogramme est adopté et communiqué en présence de la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto. L'ensemble des activités définies par ce chronogramme de travail est prévu s'achever le 15 septembre 2025, date à laquelle les conclusions des travaux du comité consultatif de la fonction publique seront transmises au gouvernement. L'atelier A, en outre, était le cadre propice pour les parties de réaffirmer leur volonté commune de privilégier le dialogue et la négociation comme mode de règlement des préoccupations des fonctionnaires et agents de l'État. Je voudrais prendre bonne note et je voudrais vous indiquer que seuls les résultats d'une étude technique, d'une étude pertinente pourront aider le gouvernement dans sa compréhension de vos attentes. Les syndicats adhèrent et le traduisent par des motions de remerciement. Nous, renouvelons nos vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, pour sa constante sollicitude en faveur du bien-être des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Adressons notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour son engagement à renforcer le cadre d'échange et de dialogue. Anne-Désirée Oloto rassure cependant qu'il faut renouveler le pacte de confiance établi avec le président de la République. Le président de la République, Alassane Ouattara, a déjà prouvé sa capacité à apporter des réponses aux attentes de ses fonctionnaires et agents de l'État, à travers des décisions que vous avez qualifiées comme étant historiques. S'il l'a fait hier, il peut le faire encore. Il a seulement besoin de vous donner simplement l'opportunité de le faire dans la sérénité. Dans les jours à venir, ces résolutions prendront forme avec déjà la multiplication des rencontres du comité consultatif chargé de la consolidation des acquis sociaux. Voyons maintenant cette visite terrain de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'était à Cocody, Bingerville et Port-Boué. Nassine Batouré était accompagné par les agents de la brigade spéciale de lutte contre le désordre urbain. Une action qui vise à s'assurer de la réinsertion familiale et socio-professionnelle des enfants qui sont à retirer des rues d'Abidjan. Nadège Kassi, Dirasuba Youssouf, Suleiman Donesangou. Une journée marathon avec les agents de la brigade spéciale de lutte contre le désordre urbain dans le district d'Abidjan. Une action qui vise à faire du projet Zéro enfant dans la rue une réalité. Cette opération menée conjointement est dirigée par le coordonnateur du ministère de tutelle. Nous allons faire les écoutes, nous allons faire tout ce qu'il y a comme listing et puis nous allons savoir véritablement d'où ils viennent, pourquoi les parents les ont mis dans les rues et en fonction des process, on va véritablement adresser une prise en charge. Il y aura un suivi. D'abord, ce qu'on doit savoir, c'est que les enfants ne se sont pas déplacés eux-mêmes pour la plupart pour aller dans les rues. Ce sont les parents qui les ont amenés dans les rues.
Satisfaite des progrès réalisés dans la réintégration sociale des enfants, Nassini Batouré réitère son engagement. Réduit considérablement l'errance de ces tout-petits. Nous sommes à la 1e opération de retrait des enfants des rues d'Abidjan et des grandes villes. La place des enfants, ce n'est pas dans les rues. Donc la motivation, elle est claire. Et l'État de Côte d'Ivoire a une loi qui est l'école obligatoire pour tous les enfants. Cette journée a enregistré plus de 110 personnes vulnérables. Elles bénéficieront d'une prise en charge sociale, psychologique et professionnelle. Et relative au chavirement d'une pirogue dans la localité de Dabou, voici le communiqué émanant du ministère des Transports. Il est lu par Léon Brou. En avril 2025, aux environs de 17h, entre Ka et Tia, dans la commune de Dabou, une pirogue à moteur utilisée à des fins de pêche artisanale a chaviré alors qu'elle transportait irrégulièrement 16 personnes de retour d'un rassemblement religieux chrétien. Les premières informations recueillies par le Bureau des enquêtes de sécurité et de prévention des événements de mer de la Direction générale des affaires maritimes fait état d'une surcharge provoquée par le poids des passagers. Le bilan de cet accident fait état de 4 survivants et de 12 personnes décédées par noyade. Face à ce drame, le ministre des Transports et le ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes présentent les condoléances du gouvernement aux familles endeuillées. Sur leurs instructions, une enquête administrative et technique a été ouverte par le Bureau des enquêtes de sécurité et de prévention des événements de mer à l'effet de faire toute la lumière sur les circonstances, les causes et les responsabilités liées à ce tragique événement. Le ministre des Transports et le ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes appellent l'attention des opérateurs des transports fluvio-lagunaires sur la nécessité d'utiliser les embarcations appropriées pour le transport des personnes et les invitent à la prudence. Une autre triste nouvelle, la fondatrice et première directrice du lycée Sainte-Marie de Cocody est décédée. Odile de Vasselot s'en est allée à l'âge de 103 ans. En Côte d'Ivoire, son nom est associé à l'excellence éducative et à la rigueur. Sephora Zegui. C'est une page d'histoire qui se tourne. Odile de Vasselot, figure marquante de l'éducation en Côte d'Ivoire, s'est éteinte ce lundi 21 avril à l'âge de 103 ans. Elle est la fondatrice et première directrice du lycée Sainte-Marie de Cocody. Après la guerre mondiale, elle choisit une vie tout aussi noble, celle de l'éducation. Membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, elle quitte la France pour la Côte d'Ivoire. En 1962, elle fonde le collège Sainte-Marie dans la commune d'Adjamé. 5 ans plus tard, l'établissement est transféré dans la commune de Cocody. Le nouveau site est inauguré en grande pompe en janvier 1968 par le président Félix Houphouët-Boigny. 2 années après, le prestigieux lycée Sainte-Marie de Cocody est né. Odile de Vasselot est un trait d'union entre 2 continents, entre 2 formes de combat, celui de la liberté et celui de l'éducation. À seulement 20 ans, Odile entre dans la résistance. Agent de liaison pour le réseau Zéro, elle devient passeuse pour la célèbre ligne d'évasion Comet. Elle guide des aviateurs alliés tombés en territoire occupé, transmet des messages sous le nez de la Gestapo. Une jeunesse marquée par le courage, le silence et le danger. Odile de Vasselot laisse derrière elle un héritage immense dans les livres d'histoire comme dans les cœurs de milliers d'anciennes élèves du lycée Sainte-Marie. Une femme d'engagement, de foi et de transmission. À Cocody, comme en France, son souvenir restera vivace. Une résistante, une éducatrice, une femme d'exception. En bref, en image, chaque année, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur est célébrée le 23 avril. Elle met à l'honneur la lecture, l'édition et la protection des auteurs. Instaurée par l'UNESCO en 1995, elle rend hommage aux écrivains et sensibilise aux droits d'auteur. Hier, 22 avril, a été marqué par la célébration de la journée mondiale de la Terre. La Côte d'Ivoire se mobilise et ne reste pas indifférente. À Abidjan, l'ONG Greencast Africa met la lagune ébriée au cœur des préoccupations.
Et puis dans le reste de d'une superficie de 565 km², la lagune ébriée est confrontée à un défi d'assainissement. Eau usée et déchets plastiques entachent la beauté de ses rives. Mais au-delà de l'aspect esthétique qui se dégrade, il faut aussi compter la nuisance olfactive. Les gars, on voit jour et nuit, ils travaillent dedans, ils enlèvent les ordures, mais seulement que l'odeur est vraiment forte et ça nous fatigue. C'est pas joli à voir parce que les déchets, les gars devaient mettre dans des poubelles ou avoir des bacs où déposer les déchets, mais pas dans les caniveaux. Des observations mises en avant par l'ONG Greencast Africa à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre, sous le thème « Sauvons la lagune ébriée ». C'est un constat, on le vit, et il fallait quand même qu'il y ait une décision ferme pour inciter nos communautés, sensibiliser, les mobiliser, les impliquer dans une action beaucoup très concrète pour qu'eux-mêmes puissent prendre conscience. L'initiative bénéficie du soutien du ministère de l'Environnement, du Développement durable et celui de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. L'espoir n'est pas perdu. L'État est en train de chercher des voies et moyens, des solutions durables pour que cette lagune qui est aujourd'hui agressée soit le fleuron comme elle était. Les communautés ébriées prennent le relais. À Cocody-Blocos, on s'engage à entretenir sa portion de lagune et à sensibiliser les riverains. Instaurée en 1970, la Journée mondiale de la Terre est célébrée chaque 22 avril avec un rappel sur la nécessité de prendre grand soin de nos ressources naturelles. Dieu nous garde. Excellente nuit. Bonsoir.